Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 238e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous débriefer le sacre d'Ilia Topuria, nouveau roi des moins de 66 kg de l'UFC après avoir mis KO Alex Volkanovski. C'était ce week-end en Californie pour l'UFC 298. Avec moi pour débriefer cette carte cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, coach de pied-point et de boxe anglaise. Comment ça va, Baba ? Ça va et toi ? Ça va, tranquille ? Bon bah écoute, tu vois, on avait preview cette carte, on avait donné 2 pronostics, on avoue, pour Volkanovski. Oui. On a été trompé, mais on va vous débriefer tout ça et bravo à Ilia Topuria, nouveau roi des moins de 66 kilos. Il l'avait annoncé et il l'a fait. Ilia Topuria a détrôné Alexander Volkanovski dans le main event de l'UFC 298 ce week-end en Californie pour devenir le 5e champion des moins de 66 kilos de l'histoire de la grande organisation de MMA. Et il a mis la manière avec un violent KO au deuxième round, symbole de ses qualités en boxe et de sa capacité à éteindre la lumière adverse. El Matador peut-il régner pendant longtemps sur sa catégorie ? Est-il la nouvelle superstar de l'UFC ? Quid de la suite pour le nouveau champion et pour l'ancien roi Volkanovski ? Le RMC Fighter Club débriefe le sacre d'Ilia Topuria à l'UFC 298. Ouais, je cherche le coup dur en fait. Et en attendant, bah voilà, il prend des coups. Et bon démarrage. Il a étendu, il a éteint, c'est terminé, il est KO, il est champion. C'est la nouvelle star de l'UFC. Wow. Oh là 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 là. C'est incroyable. n'était pas usurpé, Non. vous l'aurez compris. Non, une combinaison. Il l'a connecté une fois et ça a suffi. Et on l'a dit, il frappe fort, il frappe moins mais il frappe fort. Et ça a suffi. And no! UFC undisputed featherweight champion of the world, Ilia Topuria! Et merci à Max Sabolin pour cette petite prod avec les commentaires samedi soir. C'était bien sûr sur RMC Sport comme toutes les soirées UFC. Baba, donc on le disait, Ilia Topuria, nouveau roi, KO au deuxième round qui met fin au règne de Volkanovski, débuté en décembre 2019 avec sa victoire contre Max Holloway. Il avait défendu le titre 5 fois. Ilia Topuria devient le 5e champion incontesté des moins de 66 kg à l'UFC après José Aldo, Conor McGregor, Max Holloway et Alex Volkanovski. Et puis pour le petit clin d'œil, puisqu'on en avait parlé, Volk n'a pas battu l'histoire. Il n'y a toujours pas de mec entre 125 et 155, donc entre moins de 57 et moins de 70 kilos. Aucun homme de plus de 35 ans ou plus n'a gagné ni défendu un titre UFC. Décidément, c'est compliqué dans les petites catégories, c'est vraiment très compliqué. Ouais, c'est dur. Et en plus, quand tu regardes en fait les catégories, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent le faire là, dans les années à venir. Donc c'est Geji en 155 peut-être, puisqu'il est possible, il a 35 ans, il est possible title shotable dans les mois à venir, mais Oliveira à 34 aussi, il va avoir 35 cette année, donc pourquoi pas s'il a sa revanche. Mais c'est compliqué. C'est compliqué pour les plus anciens dans les petites catégories. On en avait parlé dans le preview, Baba. On va commencer par à tout seigneur, tout honneur. Ilia Topuria, nouveau champion des moins de 66 kg à l'UFC. Son KO. Je voulais qu'on débriefe un peu le KO, qu'on le dissèque, Baba, parce que c'est du grand art. On avait parlé de ses qualités en boxe dans la preview. On en a fait en long, en large et en travers. Il nous a régalé quand même sur cette séquence du KO. Ouais, superbe. C'est de la pression. Il a commencé à mettre la pression de plus en plus fort en fait dans ce round-là. Et il a profité, preuve qu'il a vraiment bien travaillé, lui et son coin, c'est qu'ils ont profité de la faiblesse de Volk à reculer en ligne quand l'échange se prolonge, quand il se prolonge un peu en anglaise, au-delà de ce que lui veut faire, parce que d'habitude il va réussir à esquiver, contrer, bloquer, contrer. À sortir, ouais. Quand ça se prolonge comme ça, il recule un petit peu en ligne, c'est pas facile de capitaliser, parce qu'il faut être rapide et il faut être puissant, c'est exactement ce qu'est Topuria, et c'est ce qu'il a réussi à faire sur une très très belle combinaison. Alors avant de rentrer dans le KO en lui-même, mais on va parler du début de combat, puisqu'on le dit, ce KO il intervient au round 2. On se le disait en off avant de commencer l'émission, on dit à la fin du round 1, est plutôt en mode tiens, Volkanovski fait du Volkanovski, il a bien compris la distance, il commence à bien gérer son combat, et est-ce qu'on va pas vers un 5 rounds maîtrisé de Volkanovski ? Tu t'es dit un peu pareil ? Ouais, c'est ça, le début de combat est un peu compliqué, il est disputé en tout cas, c'est clair. Topuria il sait exactement ce qu'il veut faire, il travaille bien en ligne basse aussi, lui aussi il sort un petit peu les jambes et il travaille avec son anglaise.
Par contre, Volk, à partir de la deuxième partie du premier round, ça y est, il prend la distance, il a compris à quelle distance il doit travailler contre lui. Il a plus de volume, ce qu'on avait dit un peu dans le preview. Il commence à lâcher ses coups de plus en plus. Donc là, tu te dis, ok, là on se dirige vers une victoire de Volk comme on avait vu, parce qu'il a compris maintenant. Il a compris comment faire. Utilisait aussi ce dont tu avais pas mal parlé dans la preview, Baba, il utilisait ses kicks. C'est ça. Bien, comme il fallait en tout cas. Comme il fallait, à bon escient, dans le bon timing. Donc on sait qu'il a un très très gros cardio. Donc en vrai, il avait même pas encore démarré. Et il semblait en tout cas capable de se tenir à l'écart de la pression et des gros coups de Topuria. En tout cas, c'est ce qu'on voit à la fin du premier round. Clairement, tout le monde se dit c'est bon, normalement. On part en maîtrise, quoi. Ouais. Donc arrive ce deuxième round et cette séquence, surtout, on est en gros à 1,40, 1,45 de la fin du round. Et on va à la séquence qui amène au chaos. Je trouve qu'elle est. On peut la détailler sur plein de choses, cette petite séquence. Ça commence. Il y a cette défense habituelle de Volk sur les droites au corps, que j'avais pas assez remarqué. Moi, j'ai vu dans pas mal de choses disséquées de ce KO où il utilise beaucoup la filichelle. Quand on est au corps à corps, il va utiliser la filichelle pour éviter la droite, la bloquer ou la faire rouler sur son épaule. Sauf que là, Topuria a compris. Topuria a compris, il frappe au corps. Il fait baisser les mains, crochet du gauche. C'est ça, il fait le classique, mais qui fonctionne bien, surtout contre quelqu'un qui défend comme ça, où on te dit, si tu tapes le corps, la tête va suivre. Et en le faisant aussi vite que ça permet de toucher rapidement et de mettre Volk dans une situation compliquée. Et en plus, il s'arrête pas là. S'il s'arrêtait là encore, ok, mais il s'arrête pas là, parce qu'après il revient, il continue. Et il prolonge cet échange justement et qui va le permettre derrière de le mettre KO. Parce que tu as l'impression, juste après cet échange-là, Volk recule et tu te dis, bon, il va sortir du truc et on va réinitialiser tout ça. Et en fait, le Topuria lâche pas. C'est ça. En fait, quand tu crées de l'espace comme ça, quand tu recules en ligne et que tu crées de l'espace, la chose qu'il faut faire derrière, c'est de bouger latéralement. Tu vois, surtout que la cage, c'est grand. Tu t'es fait toucher, tu vas reculer un petit peu en ligne derrière, tu vas partir sur un côté ou l'autre pour empêcher justement ton adversaire de s'installer, d'être sur sa jambe avant et de prolonger l'échange. Là, Volk, sûrement qu'il était un petit peu déjà sonné par le crochet gauche. Il est resté là en fait. Il est resté exactement où il fallait qu'il reste pour que Topuria puisse enchaîner, mais c'est pas tout. C'est pas le tout de rester là. Il y en a plein qui auraient juste envoyé des coups en ligne et ça marche pas. Et toi, tu avais bien souligné ça avec son anglaise quand on a fait l'épisode de preview. Topuria, il est très bon pour varier les zones de frappe et c'est ce qu'il a fait. Il a travaillé en bas puis en haut encore en fait. Il a refait une deuxième fois en doublant la droite et cette fois-ci ça passe. Alors en plus on a Volk qui recule comme tu dis, qui reste en ligne comme ça, qui est contre la cage, forcément un endroit dangereux quand on a quelqu'un qui tape le plomb comme Topuria en face. Et il y a cette séquence, moi je trouve intéressante parce qu'on a eu une même séquence au premier round où Topuria s'adapte en fait entre ces deux séquences, c'est-à-dire quand il arrive contre la cage là, Volk il va chercher le collar taille. Il va chercher le collar tard tout de suite au clinch pour éviter prendre le moins de risques possible. Sur la première séquence au premier round, il le fait très bien. Topuria réagit pas. Là, pas du tout. Là, Topuria, il sent que ça arrive. Tout de suite, il overhand. Il met son crochet droit bien au-dessus et ça touche clean. Et c'est terminé. C'est fini à cette distance-là, avec la puissance que Topuria est là, c'est terminé. Quand tu arrives à toucher en haut comme ça, sans aucune défense, là, Volk, il est vraiment. Non seulement il peut pas défendre, en plus il est même pas bien sur ses appuis, il n'est pas vraiment prêt à recevoir ou accompagner ce coup-là, c'est terminé. Et sur cette première séquence dont je te parlais, Topuria va le taper au corps. Quand il cherche le collar taille, là il va taper à la tête. Donc une nouvelle fois cette variation qu'il apporte et qui fait que tu sais pas ce qu'il va donner en fait sur cet échange. C'est compliqué. De toute façon, Volk, s'il a été obligé comme ça de recourir au clinch, c'est qu'il était vraiment inconfortable. Et que les coups qu'il prenait, le peu, parce qu'il n'a pas pris tant que ça avant de se faire mettre KO, mais le peu qu'il a pris, ça a vraiment attiré son attention en se disant faut pas que je les prenne sinon ça va être chaud pour moi tu vois. C'est juste que il y a cette petite tendance là que peu ont arrivé à exploiter. Il y a que Holloway qui avait vraiment réussi à l'exploiter, mais Holloway frappe pas aussi fort que ça pour rien. Et donc ça avait pas eu ces conséquences là, mais là c'est marrant parce que je me suis fait la remarque, la même séquence, Holloway le met peut-être pas KO. Tu vois, il le touche sans doute fort, mais peut-être pas KO parce qu'il a pas ce truc qu'a Topuria quand même. C'est ça, et d'autres comme ça, qui ont pas pu vraiment le mettre KO alors qu'ils avaient pu toucher en haut comme ça, mais c'est différent là avec un mec comme Topuria qui est bien là sur ses appuis, bien assis, qui sait ce qu'il est en train de faire en avançant. S'il le touchait, ça descendait, c'est descendu. Alors là, c'est plus une interrogation que j'aime poser sur cette dernière partie où on dissèque le KO, mais celle-là, c'est toi l'homme de pied-point et de striking qui va pouvoir plus me répondre. Dans toute cette séquence aussi, après cette première séquence jusqu'à la deuxième contre la cage, il switch. On sait que Volka, il a cette habitude de switcher beaucoup. Il est en train de switcher. Le moment où il réplique, il est entre deux. Il a les deux pieds au même niveau, donc tu sens qu'il n'a pas du tout d'équilibre. Est-ce qu'il fait une erreur là, à switcher à ce moment-là, plutôt que d'essayer de sortir, tu vois, sur un des côtés. Alors tu le dis, il est sans doute touché, il est plus aussi lucide que tu vois, qu'il peut l'être sur un Volk classique, enfin tu vois, qui a pas pris le méchant crochet du gauche avant. Mais c'est une erreur ça, de re-switcher à ce moment-là. À mon sens, oui. Après, c'est pas une erreur consciente.
Ouais, bien sûr, voilà. bien sûr. Ouais, Comme bien tu sûr. le dis très bien, on le redit, je pense qu'il est un peu touché. Mais c'est les limites, justement. On en a parlé peut-être dans d'autres épisodes, je crois, mais c'est les limites tu peux changer de garde, mais c'est vraiment quelque chose que tu vas faire quand tu es en train de mettre en place quelque chose. Au centre de la cage, Pas etc. quand tu te prends la pression comme ça, en fait. Là, vraiment, la chose à faire quand quelqu'un te met la pression comme ça, c'est tout va être question de déplacement. Tout va être question de déplacement, de décalage, de pivot. Et donc de se déplacer latéralement. Là, changer de garde au milieu de la pression de ton adversaire, c'est compliqué. Izzy l'avait très très bien fait dans son 3e combat contre Pereira, le 3e en MMA. En MMA, ouais. Il avait vraiment très bien fait ça parce que il se fait toucher la jambe, par exemple. Tu vois, il se fait toucher la jambe en low kick. Et en fait, il change pas de garde tout de suite. Il encaisse le coup, il attend quelques instants, ensuite il va venir changer de garde une fois qu'il est sûr qu'il va pouvoir faire un déplacement derrière. Tu vois, c'est important. Mais encore une fois, il s'assure d'abord qu'il ne soit pas dans le danger. C'est ça. Mais lui, il se fait toucher la jambe, il se fait pas toucher la tête, il est pas tu vois, sonné. Donc et voilà quoi. Donc quand tu te fais sonner comme ça concrètement, tu vas devoir défendre en montant bien les mains et trouver une opportunité de contre. Pour reprendre l'exemple de Izzy, c'est ce qui s'est passé dans son 3e combat quand il met KO Poatan. Ou alors, il faut se déplacer, il faut sortir, quoi, tout simplement. C'est ce qu'il n'a pas pu faire. Et aussi, c'est pas que parce que Volk il a fait une erreur. C'est une lecture, et c'est une lecture réelle. Hein. Mais c'est aussi Topuria qui l'a vraiment empêché. Hein. On se le dit toujours, les erreurs, faut aussi savoir en profiter, tu vois. Ouais. Tu peux avoir un mec qui fait des erreurs en face, si tu sais pas les exploiter, ça sert à rien. Et il capitalise vraiment très très vite, super timing, super vitesse, et puis la pression qu'il met, c'est une pression éduquée, comme on dit, et il sait ce qu'il est en train de faire. Il t'est poussé à l'erreur par un Topuria aussi. C'est probable qu'il aurait cadré aussi Volk quand il aurait essayé de sortir. Donc de toute façon. Tu crois, c'est subjectif là la question que je vais poser, mais tu crois qu'il a sous-estimé le KO Power de Topuria, Volk? Ouais, c'est difficile à dire. C'est très difficile à dire. Je pense pas, parce que c'est un mec très intelligent qui prépare bien ses combats. C'est clair. Mais tu sais, c'est comme d'hab, c'est-à-dire que c'est la vieille phrase aussi de Tyson, t'as un plan jusqu'à ce que t'en prennes une dans la tête. Ouais, c'est clair. Mais il y a des fois, t'as pas conscience d'une puissance avant de la prendre dans la tête. Tu sais, on le disait souvent avec Benoît, où ça se voit que les mecs, quand ils prennent les premiers kicks de Benoît Saint-Denis, ils se disent wow. Il y a des mecs qui disent je m'attendais pas à ça. Je me suis jamais fait frapper comme ça, donc c'est différent et c'est compliqué. Là, le problème, c'est que c'est trop tard pour Volk pour réaliser que ça tape vraiment très fort en face. Je pense qu'il avait conscience de la puissance en face, qu'il respectait, hein, parce que le premier round montre qu'en tout cas qu'il a fait son travail et qu'il sait qu'il a besoin de beaucoup de feintes, de beaucoup taper en bas, etc. Donc je pense qu'il respectait, c'est juste que je pense qu'il y a une grosse importance. La première combinaison que tu as mis en lumière tout à l'heure, je pense qu'elle a vraiment son importance dans la fin de ce combat-là. Je pense que le crochet gauche fait bien plus de dégâts que ce que nous, on est capable de le voir à la télé. Oui, le droit, il finit en fait. Ouais. Le droit, il finit le travail, mais t'es déjà complètement déboussolé. Je pense qu'il est déjà bien touché. Ouais, puis en fait, corporellement, ça se voit. Ça se voit quand même qu'il a bien prise. Ouais, il réagit mal. Ouais. Clairement. Avant d'entamer, est-ce que tu as d'autres déjà points techniques ou quoi que tu voulais souligner sur ce combat? Parce qu'après, on va entamer la suite aussi pour les deux qui est très intéressante. Ouais. Non, c'était juste que pour moi, chacun a fait son travail. Ouais. Pour moi, il y a des combats comme ça où quand c'est l'élite de l'élite, les deux ont fait leur combat. Il y a des petites erreurs à pointer et on vient de le faire évidemment, mais c'est des erreurs qui sont provoquées par l'adversaire. Ouais. Donc quand c'est comme ça, tu dis juste que c'est un très très bon combat et il y en a un qui a eu une opportunité et qui a capitalisé. Ouais, merci de dire ça aussi parce que c'est terrible. Mais dimanche, en étant sur les réseaux, je me dis c'est terrible le monde dans lequel on est maintenant parce que je voyais des trucs où des mecs fracassaient Volka quoi. Genre il vaut rien quoi. Ouais c'est l'élite là, c'est l'élite qui affronte l'élite. Hein. Donc il y en a un qui tombe à un moment. Ouais. C'est des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils regardent. J'ai pas envie de me placer au-dessus de tout le monde et de dire que voilà, je sais pas. Mais clairement, critiquer un champion qui vient de passer 1500 jours en étant champion, en battant les meilleurs qu'il avait à affronter, et pas moins. Il a battu que les meilleurs de sa caté. Et si tu prends le run en venant avant, il y a des anciens et des jeunes dedans. Ouais, donc il a battu tout le monde. Plusieurs générations aussi. Et là, il n'a pas passé ce cap de cette nouvelle génération dont on parlait dans la preview. Mais bon, c'est Volk. Hein. C'est Volk. On le disait aussi, c'est top 10 de l'histoire de l'UFC. Voilà, c'est un combat exceptionnel, quoi qu'il arrive. Non, ne remettez surtout pas en cause. Mais je crois qu'ils ont mérité que ces 30 secondes. On fera pas plus sur ce genre, ce genre de remarques. Je finirai juste par dire que dans cette catégorie-là particulièrement, et c'est ce que j'ai mis sur Twitter hier, il faut comprendre que tous les combattants qui se sont emparés de cette ceinture ont prouvé qu'ils étaient grands, pas juste bons, ils ont trouvé qu'ils étaient grands. Et ça inclut Conor, qui l'a certes pas défendu, mais qui a prouvé par ce qu'il a fait. Oui, qui est parti gagner la ceinture du dessus de la manière dont il l'a gagné. Voilà. Donc, et puis les autres champions, c'est Aldo, c'est Holloway. Les gars, il faut être grand pour gagner cette ceinture. Ça veut dire que c'est un grand qui a battu un grand. Voilà, je suis d'accord, complètement. Et tu as raison, c'est sans doute celle, si tu reprends toutes les catégories dans l'histoire, c'est celle où il y a le moins de
champion où tu peux te dire tiens lui il est moins haut niveau que les autres quoi. Ouais. Catégorie à 84 kilos, voilà. Ouais. C'est pas la même. Non mais là clairement c'est que de l'élite. Quand t'es champion en moins de 66 pour l'instant en tout cas dans l'histoire de l'UFC. C'était élite de l'UFC de l'histoire. Il n'y a pas eu de fausse d'erreur ou le truc où le mec a pris sa chance et puis il l'a saisi et il était moins bon que les autres. Non pas du tout. Ça c'est sans doute la caté symbole de ça à l'UFC. Ouais. Pour la suite, je voulais commencer par Volk, parce que je trouve que c'est le plus intéressant, et Topuria, on aura des choses à dire, mais c'est très intéressant parce qu'il y a plein de scénarios possibles. Lui, il veut la revanche. Ouais. Il l'a demandé tout de suite, il l'a demandé même en Espagne. Je suis prêt à venir chez toi en Espagne, puisque tu veux faire un UFC en Espagne, Ilia. Je suis là pour ça. Très marrant, Dana ne l'a pas confirmé du tout en conf. Il ne confirme pas du tout la revanche. Ouais. C'est quand Dana dit, quand il confirme pas tout de suite un truc, à mon avis, Volk, fais attention, je pense qu'il y a moyen que tu ne sois pas le premier contender. Ça ouvre un premier débat. On doit la faire ou pas, cette revanche? Est-ce que c'est mérité parce que tu as eu un tel run que quoi qu'il arrive, on doit t'en donner une? Ou est-ce que KO au deuxième round, tu te fais éteindre? Et au final, c'est peut-être pas ça qu'on veut tout de suite, où il faut attendre un peu. Sur quoi tu te situes, Baba? On n'en a jamais parlé de ce genre de débat, toi et moi, dans cette émission-là. Pour moi, la manière est très importante. Ouais. La manière est super importante. Et on oublie trop souvent que dans les sports de combat, la revanche, elle est appelée parce que le premier combat a été incroyablement disputé. Souvent parce qu'il a été au bout, ou il y a eu un KO, mais un KO dramatique. Je vais reprendre des exemples légendaires. Corrales contre Castillo. Ouais, tout à fait. Tu dis, on était tous là en mode, faites la revanche demain, parce que même si ça s'est terminé avant la limite, il nous faut une revanche, parce que le combat jusqu'ici est incroyable et disputé. Pour rester en boxe, on peut pour plus récent pour nos auditeurs qui suivent le combat depuis pas longtemps, mais Wilder Fury, par exemple, après le premier, c'est impossible de pas faire une revanche dans ce combat-là. L'autre il se relève au 12e, tel l'Undertaker, est obligé de vouloir voir ça. On veut rien voir d'autre. Ousmane Edwards, on te disait. Voilà, ce genre de combat-là, tu vois, là où tu dis t'es obligé de voir les revanches. Par contre, quand t'as un KO comme ça dans les premiers rounds, il n'y a pas une ultra domination de Topuria, mais il y a un KO, il y a une victoire claire, nette et précise. Donc déjà, la revanche a moins je vais pas dire de saveur, mais elle est moins urgente à mes yeux. Tout à fait. Parce qu'en plus, quand tu dis net précis, on l'a pas bien précisé, il est complètement éteint, Volk. Pour le coup, si tu regardes les replays quand Topuria célèbre son truc, il fait 2-3 fois le tour de la cage, de côté avec son staff, il est toujours à sol. Il est toujours au sol, il bouge pas, il est KO. Donc pour moi, dans ces cas-là, il y a moins d'urgence à faire la revanche. Et puis surtout, ce sont des catégories avec des rankings, avec des combattants à l'intérieur. Tout le monde est fort dans cette caté. T'as eu un long règne, certes, mais c'est comme ça dans le sport de combat depuis toujours. Ton règne touche à sa fin. Même si, au niveau de ton ego à toi, tu veux reprendre le mec, et je l'entends bien, c'est plus dans le sens de l'histoire de se dire que non, le champion il va défendre contre le prochain mec fort. Ouais. Toi, tu vas redevoir faire un combat pour voir si t'es toujours élite, si t'es toujours dans cette catégorie-là ou si tu redescends derrière. Et puis j'aime l'idée, moi, en fait, au final, on est assez d'accord là-dessus, en fait. Moi, je pense pas qu'il la mérite tout de suite. C'est pas une obligation, en tout cas. Si l'UFC le fait, on va pas crier au scandale, loin de là. Mais s'ils le font pas, on criera pas au scandale non plus, pour le coup. Et je trouve qu'il y a une idée qui est plus assez exploitée dans les sports de combat, où maintenant, à l'UFC, on te demande une revanche automatique, peu importe ce qui s'est passé avant. L'idée de... Vas-y, je retourne dans la salle du temps. Ceux qui ont la référence à DBZ, l'euro, tu vois, je reviens me préparer et je reviens, en fait, vraiment avec cette envie de revanche. Et tu vois, j'ai laissé un peu traîner, j'ai laissé du temps. Même humainement, en fait, psychologiquement, tu vois, j'ai pris ce temps-là aussi pour me reconstruire après ce KO. Et quand je reviens au top du top que je peux être. C'est ça, et puis voilà. Il y a deux choses. Je vais donner deux notions. La première, déjà, c'est la notion de mérite. Pour les fans qui entrent dans le sport ou ceux qui sont fans depuis un certain temps. Vous savez, le mérite, c'est très subjectif. Tous les champions méritent de rester champions, tous les champions méritent une revanche immédiate, que ce soit Volk qui a régné 1500 jours, ou je vais dire un truc de fou, ou Sean Strickland qui vient de perdre sa ceinture. Ouais. Ils méritent tous une revanche directe parce qu'ils ont été champions. Ils ont été champions, ils ont été au top et ils méritent d'avoir une revanche immédiate. Tu vois. Maintenant, si on faisait que des combats au mérite, on s'en sortirait jamais. C'est clair. On peut pas faire que des combats. Tout le monde mérite, ça c'est clair. Là, on est dans une catégorie où tout le monde mérite de combattre pour le titre. Movsar Evloev, il mérite de combattre pour le titre dès demain. Il est invaincu, il est jeune, il est fort. Il est top 5. Comme Topuria, tu vois. Donc il n'y a rien à dire. Il mérite de venir pour le titre tout de suite. Demain, Jermaine Sterling, il vient de monter. Il peut faire quelque chose d'intéressant. On a Yair Rodriguez, Brian Ortega la semaine prochaine au Mexico, numéro 2 contre numéro 4. Le gagnant n'a pas affronté Topuria. Exactement. Pareil, ça mérite. Donc tous ces mecs-là méritent. Donc la notion de mérite-là, elle est vraiment subjective. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un exemple
concret c'est mieux de reprendre les mecs, de reprendre les contenders en dessous et de revenir bien plus fort pour ta deuxième chance pour le titre, c'est Robert Whittaker. Ouais, tout à fait. Qui perd sa ceinture chez les moins de 84, deuxième round KO contre Easy, sauf que derrière, il reprend des contenders pour dire c'est toujours moi le meilleur. C'est toujours moi, en dehors du champion, c'est toujours moi le meilleur. Et en plus, c'est bien de reprendre 2 combats pour reconstruire, refaire quelque chose, reconstruire la confiance. Résultat, il arrive dans le deuxième contre Easy, il est pas loin de gagner. Il est pas loin de gagner. Le combat il est très 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 différent. Et il a appris beaucoup de choses parce que dans le premier round, il se fait mettre au tapis, mais il remonte et cette fois-ci, il termine très fort. Et puis t'as l'exemple à l'inverse, Baba, quand même, de Max Holloway qui perd contre Volkanovski, à qui on redonne sa revanche tout de suite, et qui dans le deuxième est pas loin de le battre. En fait. Et pour beaucoup même a battu Volkanovski dans le deuxième. C'est clair. Donc t'as différents scénarios possibles. Tous les scénarios sont possibles. C'est pour ça que la notion de mérite, il faut la mettre de côté et se dire, regardons la catégorie, regardons qui est là et qu'est-ce qui serait intéressant de faire. Maintenant, on lui donne quoi ? Imagine, on lui donne pas la revanche. T'as cité un nom que j'aime bien. Evloev. Ouais. Alors ça transforme Volkanovski un peu en ce qu'était Holloway avant, une sorte de gatekeeper du title shot. Pour avoir le champion, va falloir que tu passes par Volka. Encore une fois, le sens de l'histoire. Mais ouais, c'est le sens de l'histoire. Il remplace en fait Max à cette place-là. Encore une fois, avant de descendre complètement et de finir ta carrière, t'as toujours une place de gatekeeper de la catégorie. Ça dure 1 an, ça dure 2 ans. Pour certains, ça dure qu'un combat. Ça va dépendre. Mais t'as toujours cette place-là. Et c'est le sens de l'histoire. Donc moi je serais pas surpris que ça se passe comme ça. Et puis à le dernier élément, tu prends ouais, bien sûr, bien sûr. Je prends. C'est la nouvelle génération. Moi ça m'intéresse. Il y a un changement de génération. Il le dit lui-même tout pur. Je suis plutôt d'accord avec lui. Il le dit clairement que si c'est la revanche contre Vol qui lui accorde parce que c'est un mec bien et qui est un grand champion, mais lui préférait prendre les mecs de sa génération pour voir c'est qui le meilleur. Parce que c'est eux qui sont appelés à on l'entend, ouais, complètement. C'est eux qui sont appelés à être là pour les 5-10 prochaines années, tu vois. Donc c'est intéressant. Et si t'es Volk même, est-ce que tu t'entertaines un peu l'idée de te dire vas-y, on monte chez les 155, on monte en 70 kilos définitivement, parce qu'en fait j'ai quand même, à part le champion là, j'ai ramassé un peu tout le monde en 66, j'ai régné pendant longtemps. Il y a cette idée de revanche qui forcément lui fait de l'œil, et s'il peut l'avoir il la prendra. Mais est-ce que t'irais, tu vois, est-ce que tu monterais définitivement? Monter définitivement, je sais pas, mais je dirais que Volk, il a 35 ans, il a un des plus longs règnes de l'histoire de ce sport. Je crois qu'il est top 5 ou top 6 en single règne. Sa place, elle est cimentée. Futur Hall of Famer, etc. Ce que tu veux. Pour moi, il vient de rentrer dans la caste là, de ce que Gaethje et Holloway ils vont faire. Là. Et Poirier, peut-être un petit peu après, même s'il a un peu retardé le truc. Toujours cette histoire il y a des gars qui doivent être autorisés à terminer avec des super fights, avec des combats fun, que ce soit pour eux et pour le public. Les aspirations pour le titre, je comprends que ton ego veuille te dire je veux ma revanche, je veux récupérer la ceinture. Mais en fait, j'entends ce que tu dis, il n'a plus rien à prouver en 66. T'as fait tout ce que tu devais faire. T'as fait tout ce que tu devais faire. Si tu dois finir ta carrière, finis-la en faisant des super fights intéressants pour toi, intéressants pour le public, intéressants financièrement. Moi, en tout cas, si j'étais dans son entourage, c'est ce que je lui conseillerais, de garder la tête froide et de faire ça. Ouais, t'as 35 ans, t'as plus tant d'années que ça devant toi. T'as pas perdu contre une flûte, quoi. Non, clairement. T'as perdu contre un mec qui, je crois, est appelé à régner, sauf si Evloev, il est ce qu'on croit qu'il est aussi, et là, puis t'as 2 mecs qui vont se tirer la bourre pendant des années. Mais c'est dingue parce que t'as 3 défaites sur les 4 derniers combats de Volkanovski, sauf que c'est un mec qui est amené à régner sur les moins de 70 avec Islam Makhachev 2 fois et Topuria. C'est pas des défaites qui vont mal vieillir, ça va pas. Je pense que ça va très bien, je pense qu'il y a pire. Et quand même, on le dit, puisque le deuxième contre Makhachev, c'était un KO violent, avec ce head kick, on s'en souvient. Là, il y a ce KO violent où on l'a dit, il reste quand même de longues secondes inanimé au sol, notre ami Volk. On prend du recul là un peu. On a envie de le revoir parce que tu sais, il a aussi dit ce truc-là, quand je combats pas, je déprime. Donc il y a cette idée-là. Il avait dit avant le combat, il dit si ça se passe bien, je suis prêt pour le 300 dans 2 mois. Enfin, tu vois, c'est Volk quoi. Moi, je suis son entourage là. J'ai envie de lui dire prends quelques mois, repose-toi. Prends du recul un petit peu aussi, remets ton corps d'aplomb parce que tu as pris 2 KO violents en 4 mois en fait. Moi je suis d'accord, faut pas qu'il remonte tout de suite, moi c'est la raison principale, je le disais pas parce que je savais que tu arrivais à ça après, mais c'est la raison numéro 1, 2 et 3 de pas faire une revanche immédiate, c'est faut pas remonter dans la cage tout de suite parce que ça fait 2 KO d'affilée, ça fait 2 gros KO d'affilée, un kick et une droite de l'espace. Forcément t'as perdu quelques neurones, forcément t'as perdu un peu d'espérance de vie, on va pas se mentir, hein, faut jamais oublier la notion violente de ce sport. Et il va falloir du repos. Il faut du repos, il faut se calmer, il faut comprendre que là, voilà, t'arrives en fin de carrière, même si il y a encore 6 mois, t'étais incroyable et t'es incroyable. Mais justement, pour pouvoir garder les 2-3 combats qui te restent, il va falloir prendre le repos
bien réfléchir et revenir un peu plus frais que ça. Ouais, Et parce puis, qu'il se passe quoi si tu prends la revanche en mai, en juin, et que tu redescends. et que tu te fais encore éteindre, tu vois, Comment, à tu vois. Madrid par Topuria, et enfin, tu vois, c'est compliqué. Là, on en rentre fait. dans des discussions différentes où ta legacy elle commence un petit peu à, tu vois, à être ternie. Donc il faut faire bien attention à bien gérer ça. Et puis aussi pas que pour lui et pour sa famille. C'est lui qui a parlé de sa fille, c'est lui qui a dit que sa fille avait peur de Makhachev, etc. Ouais, là, ça fait deux images. Ça fait deux images très 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 limites que tu vas montrer à ta famille, tu vois. Pour le clin d'œil, quand même, voilà, sa fille, elle pourra rajouter Topuria. Bah ouais, donc tu vois, tu penses à ça, tu dis. C'est pour le clin d'œil, bien sûr. Mais on oublie, hein, ces mecs-là, ils ont des familles et Ouais. toutes leurs décisions de combat, elles impactent leur famille derrière. et souvent, et on l'a dit très souvent ici, on l'a répété même dans la preview, c'est quelqu'un de très intelligent. Voilà. Ouais. Donc j'ose espérer que toutes ces discussions qu'on a, il les a aussi avec son entourage Ouais. et qu'il saura prendre les bonnes décisions pour lui, pour sa famille, pour ses proches, et pas que pour avoir mettre des mots sur cette envie absolue de combattre, parce que sinon tu déprimes un peu. Non, je pense qu'il faut prendre ce recul un peu, que c'est nécessaire. Là. C'est ça, faut vraiment. Et puis quand tu prends un KO comme ça, c'est compliqué. Et puis même si tu prends pas vraiment le KO, tu vois, parce qu'on va pouvoir nous donner des contre-exemples, et à raison. Si on reprend encore l'exemple d'Izzy, il perd sa ceinture en se faisant arrêter par Poatan. Derrière, il la récupère en gagnant par KO. Donc là, tout le monde peut se dire, bah tu vois, en fait, quand tu reviens, mais derrière, il perd sa ceinture contre Sean Strickland, où à la première droite qu'il prend, c'est difficile. Il se fait quand même complètement, Donc, je suis d'accord. Tu sens qu'il y a une usure. Tu sens qu'il y a une usure. Et Volk, il est pas loin d'avoir combattu plus que Izzy. C'est les deux mecs qui ont vraiment été super actifs les 3 dernières années. Totalement. Qui ont combattu. Et t'as raison de noter ça, Vraiment. parce que le Easy Strickland, mais avant Poatan, c'est peut-être pas le même scénar du tout. On peut dire qu'on s'avance beaucoup. Oui, mais, mais c'est moi, c'est pour ça que je mets persuadé. peut-être. Je mets peut-être, mais je suis assez dans persuadé. ton avis aussi quand même. Ouais. On passe à la suite pour Topuria aussi, parce que c'est intéressant également. On a évoqué l'idée de cette revanche directe. Lui est prêt à l'accorder, comme tu lui as dit, parce que c'est Volkanovski en face, Ouais. parce que c'est une bonne personne et pour tout ce qu'il a fait. La logique, c'est le vainqueur de Rodriguez Ortega, qui est la semaine prochaine. Ça colle en timing, numéro 2 contre numéro 4. Il y a clairement quelque chose à créer. Que ce soit Yair ou Ortega, tu as aussi, du côté d'Yair en tout cas, il y a cette notion aussi latino qui Ouais, va bien faire, tu vois, avec l'espagnol. Enfin, il y a des choses à vendre, surtout si c'est en Espagne. Lui a aussi ouvert l'idée à Santiago Bernabéu, à Madrid, qui a un toit fermé, donc il peut accueillir un UFC, Conor McGregor. Ouais. Ça paraît si dingue, en fait, ou... C'est terrible ce que je vais dire pour Chandler, mais moi je suis Conor, je préfère presque Topuria à Madrid. Pour le... Ah, ce serait beaucoup Pour plus la sympa. grandiloquence du truc. Parce que lui, il veut, c'est en Europe. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que ce serait beaucoup plus sympa. Maintenant, Topuria, il y a trop de problèmes là pour faire ce combat-là. Il y a trop de problèmes. Le poids de Conor. Ouais. Aujourd'hui. C'est pour ça que d'ailleurs, tu as vu que Topuria dit tu choisis le poids, je choisis le lieu. Parce qu'il a bien conscience qu'il n'y aura pas de 145. Ce sera pas moins de 66. Mais Topuria, il faut bien lire tout parce que il vient de forcer Chandler à faire un combat à 84 kilos. Ouais. Donc. Doucement. Très doucement. Doucement. Chandler, il est énormissime, donc il va faire 84 kilos. Topuria, c'est différent. Et puis, il n'y a pas un intérêt à ce stade de sa carrière à lui de faire des combats à des poids aussi élevés que ça. Donc, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée d'avoir appelé Conor, évidemment. C'est une bonne idée. Pour cette notion de superstar aussi, les parallèles qu'on dresse avec Conor depuis le début. Tous les parallèles sont faits. Lui-même, je pense qu'il sait très bien qu'il a fait le comportement. On en a parlé dans notre preview. Juste derrière, qu'est-ce qu'il fait à la conférence de presse? Il lui prend la ceinture comme il a fait à Aldo. Il prend Moi, la j'ai pensé à ceinture. toi direct. Ça m'a fait Il rigoler. dit shut up à un journaliste qui est en train de lui. Tu vois exactement ce que faisait Conor à l'époque. Moi, j'en suis venu, j'avais jamais tilté Baba. Mais en regardant le combat, puisqu'on avait tiré tous ces parallèles, mais mec, il a les mêmes tatouages. Il a le même tatouage devant. J'ai vu un mec sur Twitter le mettre. Il a la bande dans le dos. C'est pas exactement les mêmes, ça signifie pas pareil. Mais là, tu te dis, mais à quel point t'as copié Conor là, mec? J'avais jamais remarqué, mais là, ouais, tu dis, oula. c'est impressionnant. Après, il y en a eu d'autres comme ça. Il y a une vidéo qui tournait beaucoup là, d'un Russe qui était un sosie de McGregor, mais qui se fait taper au premier round, et c'est très drôle. Mais là, pour le coup, lui, il gagne ses combats et de façon très spectaculaire. C'est intelligent de dire le nom de Conor, mais on sait tous pertinemment que ça n'arrivera pas. Non. Maintenant, toi, tu as dit quelque chose d'important, Yair et Ortega. Parce que Topuria, il a raison de dire que c'est le temps pour la nouvelle génération, mais pas tout de suite. Parce qu'il y a encore les mecs de la génération d'avant qui sont là. Donc tu dois encore gérer ces mecs. Tu dois encore gérer ces mecs. Moi, le seul truc que j'ai pas aimé, post-fight de Topuria, c'est qu'il dit le vainqueur de Rodriguez Ortega, mettez-le moi contre Evloev et ensuite le gagnant pourra. Ouais. Ça va pas avec ce qu'il disait avant. Bah non. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es le champion que t'as dit, en plus dans tes paroles,
prends tout le monde. Bah Donc oui, prends c'est le vainqueur. Il n'y a pas de le vainqueur de Rodriguez T'as Ortega arrivé doit affronter Evloev. Non, Mm. tu prends le vainqueur et ensuite tu prends Evloev. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours gêné, surtout dans des catégories aussi chargées que celle-ci. Grave. Quand tu arrives dans des catégories comme ça, franchement, la seule chose que tu peux dire, C'est une des plus denses au monde, il n'y a pas de c'est souci. Hein. je suis arrivé en haut, venez. Il y avait Dominique Cruz qui l'avait super bien fait à son retour, quand il récupère la ceinture de TJ Dillashaw. Donc Et, là, en moins de 61, je suis en dessous. Exactement. À l'époque, la KT, elle était fou, elle était folle. Il y avait beaucoup de très, très, très bons combattants. Et lui, il dit, moi, je demande personne. C'est moi maintenant qui a la cible dans mon dos. Venez la chercher. Venez chercher la ceinture. Je suis là. Je vous attends tous. Et ça, j'avais beaucoup aimé. Et en fait, c'est la même chose. Tu arrives dans une catégorie de malades où il y a que des mecs forts dans la catégorie, des mecs dans la catégorie d'en dessous qui commencent à dire je veux monter, qui eux-mêmes sont super forts. Bah écoute, attends juste. Hein. De toute façon, le combat il va venir. T'as pas le choix, mon gars. Mais c'est exactement ça. Et moi, j'aime aussi cet état d'esprit de se dire, c'est encore un bonbon Dominique Cruz. Hein. On adore ce combattant-là. Donc ça m'étonne pas. Compétitivité, tu vois. Max. Ouais, exactement. Et savoir, comme tu dis, c'est moi qui ai la cible dans le domaine. C'est pas à moi de choisir mon adversaire. Venez. De toute façon, tous les mecs que tu vas affronter, il n'y a pas de. Bon, sur toute cette liste, tu prends qui? Si t'es Dana White, le prochain de Topuria, tu peux décider. Tu peux décider qui prend Topuria au Sans prochain aucune combat. hésitation, aucune, Max Holloway. Max Holloway, je suis d'accord. C'est Alors là, dingue mais parce tout qu'on de l'a pas cité. Ouais. L'avantage de Topuria aussi, point très positif par rapport à Volka, c'est que dans le top 10, tu regardes le top 10 ce matin des moins de 66, il a battu que 2 mecs. Ouais. Josh Emmett numéro 7, Tout est à faire. Bryce Mitchell numéro 10, plus bien sûr Volkanovski qui sera numéro 1 normalement. Encore ou numéro 10, celui-là. Ouais, Bryce Mitchell est encore numéro 10 à ce matin quand j'ai vérifié. Ouais, ça pique un peu, j'avoue, Baba. Donc tout est possible. Le champ des possibles est ultra ouvert. Ouais. Et en fait, moi je vote Max aussi. Parce que c'est un peu ce qu'on avait dit. En fait, il faut revenir à ce qu'on avait dit dans la preview. On aurait aimé, nous, voir Topuria contre Max avant Volka. C'est ça. Et Maintenant, en fait, on veut Max après Volka. Je le veux après, parce que ces mecs-là sont encore là, ils sont toujours forts, sont toujours compétents. Et puis, alors, si tu fais ce combat-là et que Max gagne, c'est magnifique pour lui, pour Max. Attends, mais Finit par lui, récupérer samedi sa soir, ceinture. il s'est dit enfin, Bah enfin, il n'y a plus l'autre. Si l'autre, j'arrive pas, ok. De toute façon, on a tous un mec comme ça qu'on peut pas battre. Ouais. Et là, tu mets une opportunité intéressante, même si très dangereuse, de combattre pour le titre et d'avoir de la fraîcheur et pourquoi pas de gagner. Si tu gagnes pour sa legacy, c'est magnifique. Il récupère la ceinture contre un mec très fort, rien à dire. Si c'est Topuria qui gagne, ah bah mon gars, t'es déjà très bien. T'es déjà très bien parce que t'auras battu Volkanovski et Max Holloway. Max Holloway, ouais. Pour commencer ton règne dans une KT, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal du tout. Et puisqu'on est sur les anciens champions, j'aurais adoré voir José Aldo Prime contre Topuria. Ça aurait été incroyable. Ça aurait été un super combat. Incroyable. Me fais pas dire ce que j'ai pas envie de dire. Non, parce qu'en plus, il a ce style, Aldo, qui aurait bien embêté Topuria. Forcément. Bien embêté Topuria. Athlétiquement parlant, dans son prime, il a rien envie à Topuria. En fait, le problème, c'est qu'on a envie de voir José Aldo Prime contre tout le monde, Baba. C'est ça notre problème. Ça, c'est clair. C'est notre vrai problème. Ça aurait été pas mal. Mais en tout cas, ouais, j'aimerais bien. Max, en tout cas, ouais, moi je vote aussi Max, même avant alors c'est dur pour le vainqueur de Rodriguez Ortega parce qu'il arrive tout juste là, et comme c'est des beaux match-up aussi, hein, Rodriguez contre Topuria, j'aime bien. Ouais. Ortega contre Topuria avec le sol d'Ortega, j'aime bien aussi. Ouais. Tout ça, c'est des beaux match-up, mais ouais, Max, parce que aussi il l'a mérité, je trouve, et que ça fait un symbole. Et puis que s'il gagne Max, tout se réouvre aussi. Bien parce sûr. que même l'idée que Volka essaye de revenir reprendre sa ceinture au mec qu'il a battu 3 fois. Tu vois, Enfin, c'est un champ des possibles assez dingue et assez ouvert. Absolument. Fini globalement sur Ilia, mais parce qu'on va être rapide, parce qu'on en a parlé un peu pendant la preview, Baba, mais c'est la nouvelle star de l'UFC qu'on a vu samedi soir. C'est le couronnement de la nouvelle superstar de l'UFC. Bah, alors en tout cas, c'est marrant parce que dans la même soirée, avant que tu répondes, on a eu l'annonce du main event de l'UFC 300. Exact. Alex Pereira, Jamal Hill. On souffle assez fort, Baba. Big deal. Ouais. Ce qui est une preuve en fait avec toutes ces galères du 300 pour le main event, parce que la carte en elle-même elle est correcte, oui, mais elle est bien. Le main event attendu, le gros banger que Dana nous avait promis, il est pas là. Preuve qu'il manque de superstars mainstream à l'UFC. On n'est plus du tout à l'époque de Conor, Rousey, même avant JSP, John Jones qui était là, Anderson Silva signé par Nike. C'est plus du tout cette époque-là. On manque de superstars mainstream. Ouais. Il a le potentiel, Ilia. Il a le potentiel pour être une méga star. En tout cas, dans toute la partie reste du monde, c'est bon. C'est bon. Les States, on sait que c'est un monde à part, où il faut faire un peu plus pour rentrer dans les foyers de tout le monde. Mais le jour du combat, il y a déjà, quand il a gagné, tu as le Real Madrid qui a tweeté pour le féliciter. Et puis l'avant-combat, tu as une vidéo où il y a tout ce que l'Espagne a produit de haut niveau en sportif. Qui est dedans. Je suis d'accord. Nadal, Casillas, Contador, les joueurs du Real. Nous, on a vu passer fin de semaine dernière, on a vu passer la vidéo à la rédac quand j'étais sur les fesses. Ah, tu dis, ah ouais, d'accord. Parce que déjà, ça, nous, on a eu
Cyril Gane contre John Jones. Hein. Ouais. On était loin d'avoir ça. C'est ça. Tu vois, alors peut-être qu'on aurait dû nous aussi faire le travail d'essayer d'aller démarcher les sportifs, mais je suis sûr que tu aurais plein de sportifs en France de très haut niveau qui savaient pas trop qui était Cyril Gane au final. Et il faut comprendre quelque chose. Là, quand on a ces mecs-là, quand on a des footeux qui arrivent et qui font et qui rentrent dans ce sport-là, en tout cas qui s'y intéressent, on rentre dans une autre dimension. Ouais, il y a des stars dans ce sport, mais le star power d'un combattant de MMA et d'un footballeur, il faut se rendre compte. Je te rappelle quand Marielle Elouani est pareil sur les fesses quand Mbappé était au PFL avec Doumbé. C'est Mbappé. Il faut bien comprendre la chose qui se passe. Donc on est sur ce niveau-là. Et là, quand tu as la moitié des joueurs du Real qui lui font un message, quand tu as Rafa Nadal qui est une superstar planétaire, Alberto Contador, etc. Ouais. Là, il faut se dire, ok, niveau Espagne, au niveau Europe, le mec, c'est une superstar. Maintenant, au niveau monde, les États-Unis sont très au courant de qui est Volkanovski, parce qu'il a tabassé quand même tous les Américains qu'il a eu en face de lui. Donc ouais, ça va vite monter. Il lui suffit, tu lui remets encore une autre grosse victoire, et là ça y est. Ouais, je suis d'accord. Là, une autre grosse victoire avec la manière. Si en plus avant il fait le show en avant-combat comme il sait le faire, ça parle. Voilà. C'est un détail, hein, c'est qu'un petit détail, mais c'est des détails dans le monde moderne qui comptent. Il a déjà plus de followers que Volk largement sur Instagram, et il rejoint Max Holloway en ce moment. Max Holloway, il est là depuis 30 combats à l'UFC. Enfin, tu vois, c'est un symbole de l'UFC depuis des années, et il est en train de le manger. S'il fait bien les choses, après niveau médiatique, ça va monter. Ça entraîne une dernière question là-dessus, un peu provoque mon baba, parce qu'on a parlé de ça, on l'a cité plusieurs fois dans l'émission la semaine dernière. En fait, c'est mieux que le Conor de Wish, Topuria. Ça peut être mieux qu'un Conor de Wish, puisqu'on a été un peu méchant en disant qu'il imitait. Pas méchant, réaliste. T'as raison, réaliste. On n'a pas été méchant. Il a ce petit côté Conor en dessous, quoi. Bien sûr que oui, tu l'as dit, t'as les tatouages, etc. C'est Conor Second Coming. Ouais. Donc on peut pas nier le fait. On peut pas dire que c'est faux. Non mais en fait, sous-entendu dans ma question, c'est il existera tout seul. En fait, tu vois, il peut exister sans se comparer les uns. À partir d'aujourd'hui, il crée sa propre histoire. C'est ça. Moi, tu n'entendras plus dans ma bouche, en tout cas, une comparaison avec Conor. Donc sans doute essayer de se détacher de l'image de Conor. Belle réflexion de Max. À lui. Si t'es pas comme Conor, ne sois pas comme Conor. Moi j'ai bien aimé quand il vient au face-off, il dit à Volk, je te respecte, je respecte ta carrière et je veux juste suivre mon rêve. Bah c'est ça. Je veux juste être le meilleur. Bah c'est ça mon gars. En tout cas, il le symbolisait dans ses paroles, la nouvelle génération symbole avec Ilia Topuria qui prend le pouvoir quand même. Baba, j'ai noté ce matin rapidement, mais on va pas faire 2 minutes là-dessus, mais Sean O'Malley, Alex Pantoja, Ilia Topuria, Islam Makhachev, on peut le rentrer quand même là-dedans, il a 32 ans, il vient d'arriver, il vient de prendre la suite de Khabib un peu symboliquement. Léon Edwards, un peu plus expérimenté, mais qui a pris les rênes il n'y a pas longtemps. Dricus du Plessis, Alex Pereira, qui est quand même neuf dans le MMA, même s'il est ancien. Alexa Grasso chez les femmes. Je pourrais mettre Thomas Spinal, parce que John Jones est champion des lourds, mais il est champion en fait. Il va aller à la retraite, il veut faire stipper, et puis il y a de la retraite derrière. Le champion symbole nouvelle génération, c'est Thomas Spinal. Elle est là, la nouvelle génération, en fait. Ouais, bien sûr qu'elle est là. Elle est plus que là à l'UFC maintenant. Oh. C'est qui dans toute la liste que je t'ai donnée là, si tu dois m'en donner un qui doit régner le plus longtemps, je te prends à brûle pour point comme ça. Aspinal. Très marrant d'avoir cette réflexion-là. Ouais. Moi, je pense que Topuria a un potentiel. Il a un potentiel, mais s'il passe Max, s'il passe les premiers écueils de ça et qu'il grandit dans sa confiance, on l'a dit, hein, et il l'a montré encore samedi. Topuria, il marche à la confiance, il combat comme il parle. Ouais. Et plus il va être confiant ce mec-là, plus il va être chiant à prendre comme Conor grande époque de 2015-2016. Ouais. Non, moi je suis d'accord avec toi, mais je vois Spinal, il y a Gane qui est plus qu'une grosse menace pour son titre. Faut arrêter un moment de dire que c'est pas le cas. J'en vois des gens, s'il vous plaît. Ouais. Mais en tout cas, je vois Spinal potentiellement, s'il arrive à être épargné des blessures, il peut. Et s'il passe justement Cyril Gane, je pense qu'il peut régner très longtemps. En tout cas, de tous, celui que je vois le régner le moins longtemps, c'est Dricus du Plessis, moi. Mais c'est perso. Hein. Je pense que ce sera tous d'accord, même objectivement. Et c'est pas insulte, c'est pas lui faire insulte. Hein, c'est juste que voilà, pour moi, c'est dans tous les ceux que tu as cités, c'est celui qui régnerait le moins longtemps. Surtout avec les tueurs qui arrivent dans sa catégorie. Voilà, c'est pour ça. Il a une petite pelletée qui fait la queue déjà et qui va bien lui faire comprendre qu'ils sont là pour eux aussi s'imposer. Il nous reste 5 minutes, Baba, on fait rapidos sur le reste de la carte parce qu'on avait pas mal de choses à dire sur ce main event, mais il y avait une belle carte d'abord. J'espère que tu as noté que mon Anthony Fluffy Hernandez a soumis Kopylov de façon superbe. Alors tout le monde voyait Kopylov, quoi. Quand je regardais les previews, les machins, je disais mais vous sous-estimez grave le sol d'Hernandez. Tu vois. Tant que c'était pas au sol, il était en galère. Mais dès qu'il va au sol, Fluffy, c'est je te le disais, ce que je kiffe moi en MMA, les grappleurs en MMA, c'est ceux qui sont opportunistes. C'est ceux qui n'attendent pas, qui à la première occasion, boum, ça part. Et magnifique.
Et on avait bien sûr les 2 autres combats que je pense qui sont importants. Je ne veux pas trop revenir sur la victoire de Yann Gary, j'ai pas grand chose à en dire. Bon, c'est Yann Gary, tu soulignes plus ce qui est dit au micro finalement, et le fait qu'ils avaient mis sa femme dans un siège spécial. C'est quand même lunaire ce qu'ils font maintenant des fois l'UFC. Ils ont mis sa femme dans un siège spécial. Et le premier plan quand il gagne, c'est elle. Là, c'est plus. Tout est fait dessus là. C'est même plus exploiter ce qui s'est passé dans la cage, c'est jouer à 100% sur ça. C'est ça qui est intéressant pour le public, entre guillemets. Moi, ça me fait de la peine pour lui. Hein. Ouais, grave. Parce que c'est un bon combattant. Et je suis d'accord, c'est dingue. Il est très très bon dans la cage. Et en fait, en 2-3 anecdotes d'hors de cage, tu l'as transformé en un freak show où l'important c'est sa femme au bord du ring. Il peut pas apparaître sans que sa femme apparaisse. C'est quand même l'espace où elle est pas. Enfin, bon, bref. Non, mais voilà, on est complètement d'accord. On n'a pas besoin d'en dire plus. Et les deux qui sont plus intéressants un peu à dire 2-3 mots. Le co-main event. On avait Robert Whittaker, donc on en a parlé aussi, catégorie des moins de 84 contre Paulo Costa. Paulo Costa qui combat très peu ces dernières années, donc on avait envie de le revoir. On a vu un bon Paulo Costa. Très bon combat des deux. Très très bon. C'est le Paulo Costa qu'on a envie de voir dans la cage et pas en dehors faire ses bêtises et ses secret Joyce. Une belle victoire de Whittaker par décision. Fin du premier round, il passe pas loin de la correctionnelle. Pierre tourné et il titube plus que fort. Sauvé par le gong, là je pense que c'est vraiment bien dit. Et il finit par s'imposer par décision unanime en faisant du Whittaker. Je touche, je viens, je sors, je fais mes dégâts. Loin, il revient, les fleuris, le jab. Qu'est-ce qu'on en dit de ce combat-là? Qu'est-ce qu'on dit de Whittaker? On sait qu'il a perdu contre le champion actuel Dricus Duplessis, c'était en juillet dernier à Las Vegas. Qu'est-ce qu'on veut voir pour Whittaker sur la suite, Baba? Si tu fais pas la revanche Dricus contre Strickland, Strickland. Ouais, Strickland, je suis d'accord. C'est l'autre solution. La revanche, c'est peut-être pas tout de suite pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de monde aussi qui veut Duplessis et il y a beaucoup de monde qui serait légitime à l'avoir. Par contre, Strickland. Il a battu tous les autres. Hein. En fait, c'est pareil, lui, on le disait, il a battu tout le monde à l'époque, il battait tout le monde à Parisis. Donc, Après, si vous voulez faire un combat fun pour eux et pour le public qui aurait en plus des implications pour le titre, tu peux faire un 3e contre Izzy, si tu veux. Ouais, aussi. Le retour d'Izzy contre Whittaker. Surtout si c'est chez eux. C'est plutôt, moi je trouve qu'il est plutôt fun. En Australie ou tu vois un truc comme ça, ça passe bien. Sinon j'avais Whittaker Chimaev. J'oublie tout le temps Chimaev, tu vois. J'ai du mal. Alors ce sera pas aux États-unis, on le rappelle, mais c'est compliqué. Mais Whittaker Chimaev en juin en Arabie Saoudite, pourquoi pas? Ça peut aussi avoir une gueule, tu vois, de gros combats pour cette carte saoudienne. Et l'autre, c'était le Coco Main Event. Merab Dvalishvili contre Henry Cerudo, l'ancien double champion des moins de 57, moins de 61, qui visait bien sûr à se rapprocher d'un retour pour la ceinture des moins de 61, ou d'ailleurs il l'avait évoqué de remonter en moins de 66 pour tenter une 3e ceinture. Et Merab qui était sur 9 victoires de suite et qui a régalé. Ouais, pardon, le slam. J'ai un peu mal parlé, Merab, avant. Le slam, quand même. C'est beau. Quand il porte Cerudo, qu'il va vers Dana White, qu'il le ramène. Façon Chimaev à l'époque, qui le slam derrière. On parle d'un champion olympique de lutte, Henry Cerudo. Alors, c'était 2008 aussi. Faut remettre en perspective. C'est pas le champion olympique 2021. C'est pas champion olympique l'année dernière, mais ça reste un statement. Ça reste un lutteur exceptionnel, un combattant très 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 fort. C'est judo. Il a montré en plus qu'il a pas perdu grand chose. C'est toujours un excellent combattant. Ouais, bien sûr. Mais je vais faire une légère comparaison, mais c'est pas arrivé souvent à l'UFC qu'un lutteur qui n'est pas censé être un lutteur olympique batte un lutteur de calibre olympique à son propre jeu. Ouais, totalement. Les dernières fois qu'on a vu ça, c'était des GSP et des John Jones. C'est ces mecs-là qui faisaient ça en fait. Totalement. Donc là, ce qu'il a fait, c'est fort. Très très fort. Ouais, on peut parler même Jones contre Cormier qui était lui de niveau olympique, qui avait participé à l'équipe olympique. Là, c'est un champion olympique quand même de lutte. Non, c'est fort, c'est très fort. C'est très fort. Il y a qu'une question derrière ça, mais c'est une question qui est fermée parce qu'on a la réponse dans la question. Merab, c'est le titre. C'est le titre. Le vainqueur de O'Malley Vera. L'UFC 289 qu'on lui donne. Il doit être intelligent, faire attention et ne combattre que pour ça. Ouais, c'est clairement. Il le mérite. Et pour le coup, je sais que c'est une revanche et que Vera avait battu O'Malley. J'aimerais bien voir O'Malley battre Vera là. Parce que bonne chance O'Malley contre Merab Dvalishvili. Ça va pas être facile. Tu vas te faire pressionner, mon ami Sean O'Malley, et il y a une vraie opposition de style qui intrigue dans ce combat. Mais on en saura plus à l'UFC 299. C'est le 9 mars à Miami. Et c'est le grand rendez-vous du MMA français, Baba. Benoît Saint-Denis, Dustin Poirier. Ce sera ce soir-là à Miami. Bien entendu qu'on vous a préparé plein de contenu avec Baba. Il y a déjà un numéro enregistré avec Daniel Ouara qu'on va vous présenter très vite. Et puis on va vous faire d'autres contenus autour de ce combat parce que c'est le rendez-vous du MMA français, bien entendu. Merci Baba pour ce débrief de l'UFC 298. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. Envoyez-vous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. Salut Baba. Salut. RMC Fighters Club.